Le 11 septembre 1973, c'est le coup d'État qui va mettre fin à l'expérience de l'unité populaire. On connaît les images, le bombardement de la Moneda, le palais présidentiel, le suicide de Salvador Allende. Au même moment, il y a une réunion des directions du MIR, du Parti socialiste et du Parti communiste, dans l'usine Indumet, qui est dans le cordon industriel de San Joaquim. Et à nouveau, il y a des dissensions entre, d'un côté, le Parti communiste et de l'autre côté, le MIR et le Parti socialiste. Il y a même un affrontement à la fin de la réunion avec l'armée, mais c'est un des rares exemples d'affrontement qu'il y aura. Au soir du 11 septembre, l'armée contrôle entièrement le pays. Pour l'essentiel, l'armée ne s'est pas divisée. Pour l'essentiel, car il y a eu des actes de résistance, et qui se sont d'ailleurs traduits par des massacres des cadets de l'école de sous-officiers à Concepción. Plusieurs centaines de carabiniers que les putschistes n'estimaient pas sûrs ont été fusillés. La résistance populaire est restée sporadique. La répression, elle, sera exemplaire. On assiste à une chasse aux militants de gauche qui sont internés, là aussi on connaît les images, dans des stades. Il y aura plusieurs milliers de morts ou de disparus pendant les premiers mois de la dictature. Pour échapper à la mort, des militants, les responsables de l'unité populaire, se réfugient dans les ambassades. Beaucoup prendront ensuite pour de très longues années le chemin de l'exil, en particulier à Cuba ou en Europe, et en Europe plus particulièrement en Espagne et en France. Dans un premier temps, le mouvement de la gauche révolutionnaire, le MIR, décide de continuer la lutte au Chili même et proclame « les militants du MIR ne s'asilent pas », c'est-à-dire ne se réfugient pas dans les ambassades. Il tente d'organiser la résistance et va payer un très lourd tribut à la répression. En particulier, de nombreux dirigeants du MIR, au cours de l'année qui suit, dont Miguel Enriquez ou son frère Edgardo, seront assassinés par la dictature. Sur le plan politique, on l'a dit, le régime du général Pinochet organise la répression et la dictature militaire. Sur le plan économique et social, le Chili va devenir le terrain de jeu des économistes américains ultralibéraux, les disciples de Milton Friedman, ce qu'on appelle l'école de Chicago. La terreur policière contre le mouvement ouvrier va permettre aux Chicago Boys, comme on les appelle, d'expérimenter des mesures ultralibérales les plus brutales en matière de privatisation ou de déréglementation, au prix naturellement d'une régression sociale sans précédent. En guise de conclusion, peut-être quelques éléments pour nourrir la réflexion et le débat. D'abord, les 3 années du gouvernement de l'unité populaire ont été marquées par de très grandes mobilisations, en riposte aux actions menées par la droite et le patronat, et la plupart du temps en appui au gouvernement de l'unité populaire. Le peuple chilien a fait preuve d'une extraordinaire inventivité en matière de création, de développement de collectifs, de structures de lutte, de structures de base, de pouvoirs populaires, notamment les conseils paysans, les jeunes d'approvisionnement et des prix, les cordons industriels et les commandos communaux. Et ça, c'est vraiment la première caractéristique de l'expérience de l'unité populaire. La seconde, c'est que la droite, le patronat chilien, les multinationales nord-américaines et plus généralement l'impérialisme américain n'ont en fait jamais accepté le verdict des urnes. Dès avant même l'intronisation de Salvador Allende et jusqu'au coup d'État, pendant 3 ans, ils ont systématiquement développé le sabotage, la confrontation, la contre-révolution et ouvert la voie à la dictature militaire. Alors aujourd'hui, dans la gauche radicale, on discute de révolution citoyenne, de révolution par les urnes. Alors ça serait complètement déraisonnable de bâtir une stratégie universelle de transformation sociale uniquement à partir du 11 septembre 1973 au Chili. Mais à l'inverse, ça ne serait pas raisonnable d'occulter cette expérience majeure. Le suffrage universel ou pas, la droite et le patronat ne laisseront la place au pouvoir populaire, ne laisseront pas la place au pouvoir populaire sans avoir tout essayé pour s'y opposer. Et cette leçon, évidemment, ne vaut pas que pour le Chili des années 70. 40 ans après le 11 septembre, l'heure est à rendre hommage aux militants, aux militantes, à tous et à toutes, quelle était leur orientation politique et leur stratégie. En même temps, ce respect n'implique pas, bien au contraire, de ne rien dire sur les débats qui ont traversé le mouvement populaire chilien, les leçons que les uns et les autres ont tirées de cette tragédie. Alors, pour le dire sobrement, et encore une fois avec respect, les militants de l'unité populaire, Salvador Allende, les communistes chiliens étaient indéniablement des partisans sincères et déterminés du socialisme. D'ailleurs, au gouvernement, en écho aux mobilisations populaires,
ils ont pris des mesures effectives socialement très avancées. Mais tout aussi indéniablement, ils ont développé et mis en œuvre une orientation politique réformiste autour de deux axes principaux, la recherche d'un compromis historique avec la démocratie chrétienne, qui n'en voulait pas, et la recherche de se concilier l'état-major militaire, dont on sait en fait de quel côté il penchait. Cette politique a eu pour conséquence de chercher parfois à limiter l'irruption des masses sur la scène politique, et elle porte une responsabilité certaine dans l'échec de l'unité populaire. Pour finir, je voudrais finir vraiment avec deux citations qui reflètent bien le caractère complexe de l'unité populaire, y compris les appréciations complexes qui ont été celles de la gauche révolutionnaire par rapport à l'unité populaire. En guise de conclusion, deux citations qui montrent le caractère complexe de l'unité populaire et aussi le caractère complexe des relations entre l'unité populaire et la gauche révolutionnaire. La première citation est extraite d'une brochure intitulée La vie de Miguel Enríquez et le MIR, qui est écrite par Pedro Sandoval, qui est un ancien militant du MIR, et l'animateur du centre d'études Miguel Enríquez. C'est une évocation du 11 septembre 1973. Miguel essaya plusieurs fois de contacter Allende. Tati, il s'agit de Béatrice Allende, la fille aînée du président, remit le message à son père. Il lui a proposé un plan et les moyens de quitter la Moneda et de diriger la lutte de résistance dans la clandestinité. Allende n'accepte pas. Je ne bouge pas d'ici. J'accomplirai jusqu'à la mort la responsabilité que le peuple m'a confiée. Maintenant, c'est ton tour, Miguel. Quelques heures plus tard, Salvador Allende, président du Chili, grand patriote révolutionnaire, payait de sa vie sa loyauté à la cause des travailleurs, dressant une éternelle barrière de lutte et témoignant avec son sang que le mouvement populaire ne se soumet pas devant les appareils armés de l'État bourgeois. Ainsi, pour la gauche révolutionnaire chilienne, qui pourtant n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de la politique réformiste de l'unité populaire, autant on le voit, elle n'hésite pas à rendre hommage aux grands patriotes révolutionnaires. La seconde citation, qui résume le propos, c'est un message de Miguel Enríquez, secrétaire général du MIR, en janvier 1974. Il est donc dans la clandestinité, il s'adresse aux jeunesses du Parti socialiste allemand, le SPD, mais au-delà de cet auditoire particulier, il s'adresse essentiellement à la gauche internationale. Et au nom du MIR, il rappelle son opposition à la politique réformiste, c'est-à-dire l'illusion de parvenir à sceller une alliance avec une fraction de la bourgeoisie et la soumission à l'ordre bourgeois. Et il conclut « Au Chili, ce n'est ni le socialisme, ni la révolution prolétarienne, ni la politique révolutionnaire qui ont échoué. S'il n'est pas dans notre intérêt d'axer notre politique sur la polémique avec d'autres forces de gauche, l'expérience chilienne doit être une leçon pour tous les peuples du monde. Ce qui est arrivé aujourd'hui et sur lequel nous avons attiré l'attention des travailleurs au cours de ces 3 dernières années est la conséquence de la catastrophe vers laquelle la politique réformiste a entraîné les travailleurs.